Donc, là, comme professeur Merbour, épidémiologiste, donc on va faire le premier cours d'épidémiologie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si le délégué m'envoie un message ou pas, pour confirmer. Oui, monsieur. Ah, très bien, voilà. Très bien, donc vous m'entendez pas, je suis en train de charger le PowerPoint rapidement. On vient me donner le code. Je suis un petit peu en retard. Alors, introduction. Voilà. Très bien. Donc, je partage. Oh. Très bien, voilà. Très bien. Donc, on va commencer le cours. Donc, je vais mettre ça plus grand. Voilà. Alors, si les slides ne bougent pas, donc vous m'informez par rapport à ça. Alors maintenant, le cours, donc on va faire donc obligatoirement, on est obligé d'introduire le module, c'est-à-dire d'expliquer, avoir un petit peu l'historique de l'épidémiologie, de donner les définitions, je dis bien des définitions parce que l'épidémiologie, elle a évolué dans le temps, et voir à peu près quelles sont les approches méthodologiques, c'est-à-dire quelle méthode l'épidémiologie utilise. Alors, les objectifs du cours, donc je viens de l'énoncer, donc montrer l'histoire de l'épidémiologie, parcourir l'évolution des définitions d'épidémiologie et déterminer l'approche en épidémiologie. Alors, donc l'épidémiologie, enfin, n'est pas très ancienne, hein, c'est-à-dire bon, Hippocrate surtout, il a fait la relation, il a mentionné la relation entre les maladies et l'environnement et le mode de vie de l'individu. C'est-à-dire qu'il a trouvé qu'il existait une relation entre l'état de santé d'une personne et donc s'il vous plaît, vous fermez les micros pour que je puisse parler. Voilà, vous mettez en mute. Très bien. Et donc, c'est surtout l'épidémiologie a eu son ressort avant avec des démographes, des statisticiens, et parmi eux, bon, c'est toujours en Angleterre, que John Grant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement il a mis en place des registres des naissances et des décès. Et c'est à partir de ces registres qu'il a pu faire certaines analyses. Et à partir de là, donc, il a retrouvé qu'il y avait donc, je vais mettre, attendez, je vais mettre un curseur. Voilà. Donc, il a retrouvé qu'il y avait une prépondérance masculine parmi les naissances et les décès. Ça, c'est les premières analyses qu'ils ont fait à partir tout simplement des registres des naissances. En plus, c'est-à-dire qu'il a aussi déterminé qu'il y avait une mortalité par rapport à l'âge. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine augmentation des décès plus importants chez les enfants que chez l'adulte. Il a déterminé aussi que les décès variaient aussi par rapport aux saisons, l'hiver, etc. Et
l'évolution de la peste dans la population londonienne. Donc, c'est à partir de registres tout simplement de naissance et des décès, il a mis certaines caractéristiques, on va dire des caractéristiques de personnes, de genre, des caractéristiques de l'âge et des caractéristiques saisonnières de lieu, etc. Alors, William Farr, en fait, William Farr, il a généralisé ces registres-là pour toute l'Angleterre et il a établi un système de recueil systématique du nombre, du nombre et des causes de décès. C'est des déclarations de décès qu'on a actuellement, des causes de décès, donc parce que le certificat de décès. Donc, il a fait ça au niveau de toute l'Angleterre et donc il a pu évaluer les problèmes de santé de toute l'Angleterre. Et bien sûr, il a fait le même principe de comparaison des causes de décès par rapport au groupe d'individus, l'âge, le sexe et certaines caractéristiques sociaux et professionnelles. Voilà, donc c'était un petit peu les débuts de l'épidémiologie. Donc, le terme épidémiologie n'existait pas à cette époque, bien sûr. Alors, en 1855, John Snow, alors ça c'est le premier médecin. Avant, c'était des démographes et statisticiens. John Snow était médecin anglais, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la relation entre la mortalité. Alors, quand je dis la mortalité par choléra, parce qu'à cette époque-là, le choléra, on ne connaissait pas la maladie, les personnes mouraient, mais on ne savait pas par quelle maladie. D'accord? Parce que tout simplement, à cette époque-là, on n'a pas encore découvert les germes, les bactéries, de façon générale. Et donc, avant, cette mortalité, on l'attribuait à ce qu'on appelle des miasmes. Les miasmes, c'est que l'air était un petit peu pollué par des organismes qu'on ne connaissait pas et qui faisaient que les personnes tombaient malades et mouraient. Donc, il a fait cette relation entre le choléra, enfin, il a étudié la mortalité par choléra, il a fait la relation par rapport à des zones qui étaient desservies en eau potable. Et en fait, il y avait deux compagnies, Southwark et Lambeth. Ces deux compagnies, ils puisaient l'eau dans la portion basse de la Tamise en aval des égouts. C'est-à-dire que le cheminement de la rivière et on puisait l'eau pour potable, c'est-à-dire pour boire, c'est-à-dire après le déversement des égouts. Et donc là, maintenant, c'est-à-dire nous, on sait, c'est-à-dire ces égouts, c'est contaminés avec présenter des bactéries, mais alors, John Snow, c'est-à-dire comment il a pu savoir que c'est-à-dire ce puisement d'eau était la cause? Tout simplement parce qu'il y a une compagnie avait déplacé la prise d'eau loin des égouts, d'accord? Et donc, est-ce qu'il a remarqué que certaines régions, certaines populations, certaines populations étaient moins malades que d'autres. Donc, la mortalité, plutôt, elle a diminué par rapport aux autres. Et donc, pour cela, il a fait ce qu'on appelle, nous, maintenant, une étude épidémiologique descriptive. Donc, il a remarqué que, c'est-à-dire la compagnie S, quand elle n'a pas changé de prise d'eau, donc il y avait une mortalité élevée, et quand elle avait déplacé, donc la mortalité a diminué. Voilà. Alors, il s'est posé, il a formulé donc une hypothèse, c'est-à-dire qu'il existe une relation entre la mortalité par choléra et les sources d'eau utilisées. Alors, la formulation d'une hypothèse, c'est comme, je ne sais pas, en sciences naturelles, nous, à notre époque, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, quand on faisait des expériences, avant de faire une expérience, on avait d'abord on se posait la question, donc mouchkila, la problématique. Après, on donnait une hypothèse et on vérifie cette hypothèse par une expérience.
Donc là, c'est le même principe, sauf que l'expérience, on ne peut pas faire une expérience sur l'être humain, donc on donne l'hypothèse et on vérifie cette hypothèse. Alors, comment il a vérifié cette hypothèse? Alors, sachant qu'il existe des zones étendues de la ville de Londres qui étaient desservies à la fois par les deux compagnies S et L, donc ce qu'on appelle les zones mixtes, M avec une mortalité par choléra de fréquence moyenne. Donc là, on a une zone mixte et on a aussi les zones S et la zone L. S, elle n'a pas changé de lieu. Elle a changé, la compagnie L, elle a changé de lieu, donc loin des égouts. Et John Snow a pris 3 lots de maisons identiques dans les 3 zones. La zone qui est desservie par S, la zone desservie par L et la zone desservie par M, qui est une zone mixte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement calculé le nombre de décès. D'accord? Donc, on a la compagnie S, L et les zones mixtes. La population desservie par la compagnie S et le nombre de décès par rapport à cette population. Donc, il a calculé le taux de mortalité, qui était de 5. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'a pas comparé ici les 844 par rapport aux 18 et par rapport aux 652. Parce que tout simplement, la population, elle est différente. Donc, on compare plus le taux. D'accord? C'est une proportion, le taux de mortalité. D'accord? Ça, c'est le nombre de décès. Et là, c'est le taux de décès, le taux de mortalité pour 1000. Donc 5 pour 1000 personnes. Là, pour la compagnie L, 0,9 et pour la zone mixte, 2,2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le taux de mortalité est plus important dans la zone où on n'a pas touché. Le taux de mortalité, il est inférieur, c'est-à-dire là où la compagnie elle a éloigné son point d'épuisement d'eau, et on a un taux intermédiaire qui est la zone mixte. Alors, ce taux-là, il est important. Il est important pour nous, c'est-à-dire que ce qu'on appelle dans les critères de jugement, on a le risque relatif, etc. Donc vous allez lire, vous allez faire le cours des critères de jugement pour dire que un facteur de risque est une maladie. Il y a plusieurs facteurs qui doivent être présents. Et parmi ces facteurs-là, ce qu'on appelle l'effet, enfin les doses à effet. Doses à effet, c'est le même principe que par exemple pour le tabagisme. Pour le tabagisme, on demande toujours le nombre de cigarettes ou le nombre de paquets fumés. Parce que le risque d'avoir un cancer dépend de dose de tabagisme, c'est-à-dire du nombre de cigarettes fumées par jour ou le nombre de paquets par jour, etc. Et donc là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de la zone S, donc healthy, plus, c'est-à-dire la mortalité diminue. D'accord? Donc c'est un effet. Ou là, le contraire, plus on va vers la compagnie S, donc en passant par la zone mixte, plus le taux de mortalité augmente. Donc là, il a permis de dire que finalement, la zone où elle est desservie par la compagnie S, c'est-à-dire qui est desservie en amont des eaux usées, donc entraîne le choléra. Et donc, à partir de là, ils ont fait des actions, ils ont fermé les points d'épuisement, ils ont changé les points d'épuisement de ces compagnies et la mortalité, elle a vraiment diminué, la mortalité par choléra. Donc voilà, ça, on va dire que c'est la première enquête épidémiologique, une enquête épidémiologique, une épidémie de choléra, et qui a donné ses fruits. Donc ça, c'est la première étude. Donc en conclusion de cette étude, le taux le plus élevé de mortalité par choléra s'observe dans les quartiers desservis par la compagnie S, à savoir la population qui utilise l'eau contaminée par les égouts. D'accord? Donc c'est S. Le taux le plus faible s'observe dans les quartiers où la compagnie M avait changé de prise d'eau, en amont loin des égouts et donc de la contamination, c'est ce que je viens de dire. Il existe des quartiers mixtes qui utilisent
lot distribué par les deux compagnies, et donc on a une fréquence moyenne, on va dire intermédiaire. Voilà. L'épidémiologie aussi, dans l'histoire, elle a évolué, donc de la description en fait, c'était une description géographique de la mortalité. Dans le livre, les chercheurs ont essayé de mettre en place une enquête pour déterminer la relation entre le cancer bronchopulmonaire et le tabagisme. Donc, la première étude, elle a été faite en 1948, et c'était la première enquête cas témoins. Cas, c'est des malades, témoins, c'est des personnes qui sont identiques aux malades, sauf qu'ils ne sont pas malades, tout simplement. Alors ici, ils ont comparé 1500 cas, ça veut dire des personnes qui ont un cancer bronchopulmonaire, comparé à 1500 témoins de même âge et de même sexe, ce qu'on appelle les séries appareillées. Les séries appareillées, c'est-à-dire qu'on recherche des personnes qui sont pratiquement identiques. Quand on parle d'identique, ils n'ont pas le même visage. Identiques par rapport à leur âge, par rapport à leur sexe, par rapport au niveau socio-économique, etc. Sauf qu'ils n'ont pas de maladie. Et on va rechercher dans le passé s'ils avaient une exposition au tabagisme, c'est-à-dire s'ils fumaient. Donc, la première publication a été faite en 1950, et donc, cette étude a établi qu'il y avait une relation entre le tabagisme et le cancer du poumon. Sauf que, avec les lobbies de producteurs de tabac, etc., donc c'est les années 50, c'était pas évident. Alors, ils ont dit que c'était pas une étude qui était, c'est une étude qui n'était pas très pertinente par rapport à la méthodologie. Et quand on cherche dans l'historique, il se peut que des personnes, c'est des personnes qui, disons que il y avait un biais de mémoire, les sujets les plus atteints, donc se souvenaient mieux, les sujets qui ne sont pas atteints ne se souviennent pas des facteurs de risque, etc. Donc, finalement, ou bien ils vont dire que finalement les témoins n'étaient pas vraiment identiques, etc. Donc, ils n'avaient pas le même profil. Alors, ces deux chercheurs ont fait une autre étude. D'accord? Alors, une étude à partir de 1951, c'est-à-dire après la première publication de leur étude, ils ont fait ce qu'on appelle une étude longitudinale. Longitudinale, c'est-à-dire prospective dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 40 médecins britanniques volontaires, donc c'était plus facile pour eux d'avoir des volontaires, donc c'était des médecins qui, c'est une population qui parmi eux, c'est des fumeurs et non-fumeurs. Donc, ces 40 000 personnes ont été suivies pour la détection de l'apparition du cancer bronchopulmonaire. C'est-à-dire qu'ils ont suivi ces personnes-là pendant, on va dire, 4 ans, et voir, ils ont suivi ces personnes-là, et ils ont vu, est-ce qu'il y a eu apparition du cancer bronchopulmonaire chez ces personnes-là. D'accord? Et donc, on va voir ce type d'enquête. C'est une enquête exposée, non exposée, exposée au tabagisme. Donc, ils vont comparer la fréquence des cancers bronchopulmonaires entre les fumeurs et les non-fumeurs. Et c'est à partir de là, donc, ils ont retrouvé le lien de causalité entre le tabac et le cancer. Donc, on revient toujours aux critères de jugement. J'ai parlé de dose-effet, mais le premier critère des critères de jugement, c'est la temporalité, le temps. Il faut qu'on soit sûr que l'exposition, elle a vraiment précédé la maladie. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps d'exposition pour qu'on ait la maladie. Et ce type d'étude montre bien cette notion de temporalité parce qu'on a suivi ces personnes qui n'étaient pas malades, on les a suivies, parmi eux étaient exposés et d'autres n'étaient pas, on les a suivis dans le temps jusqu'à apparition ou pas de la maladie. Donc, le lien de causalité a été déterminé par rapport à cette notion de temporalité, de temps. Alors, donc,
une autre enquête, en même temps, a été faite, ce qu'on appelle l'accord de Framingham. Alors, cette enquête, elle est prospective, longitudinale. Alors, ces personnes, cette enquête, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi 5209, donc c'est énorme, 5209 individus âgés de 30 à 62 ans, vivaient à Framingham. C'est une petite ville près de l'université de la je pense. Donc, c'était aussi plus facile pour eux, les chercheurs, de suivre ces personnes-là parce qu'ils étaient à côté de l'université. Et donc, ils ont suivi ces personnes-là de 30 à 62 ans pour rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Quels étaient les facteurs de risque cardiovasculaire? Et les résultats sont énormes aussi. Et jusqu'à maintenant, donc cette population, elle a changé. On est à la 4e génération de personnes suivies par la cohorte familiale. Et les résultats ont montré beaucoup de facteurs de risque, ont étudié beaucoup de facteurs de risque comme le tabac, le cholestérol, l'hypertension artérielle, l'activité physique, l'hypertension artérielle et les AVC, etc., etc. Donc, il y avait plus de 1200 publications par rapport à cette étude qui a suivi pendant un certain temps, jusqu'à maintenant, on est en train de les suivre, et même si les personnes changent, etc., donc on suit toujours ces personnes-là. Donc voilà. Alors ça, c'était l'historique. Maintenant, on va voir les définitions de l'épidémiologie. Je dis bien les définitions parce que vous avez vu dans l'historique, les différentes recherches, c'est-à-dire la recherche, elle a évolué. Et donc, la définition d'épidémiologie est aussi évolue. D'accord? Alors, épidémiologie, multiple définition, traduit l'évolutivité des champs d'intérêt. Parce que le champ d'intérêt, avant, c'était d'abord les maladies transmissibles, après les maladies non transmissibles, qui est le cancer, les maladies cardiovasculaires, et après l'évaluation, on va les voir. Alors, la première définition donnée par Frost en 1927, c'est les sciences des maladies infectieuses. Donc là, on est dans les maladies infectieuses. En tant que phénomène de masse, là, on parle de population, consacré à l'étude et l'histoire naturelle et de leur, on va dire, de leur propagation dans le cadre d'une certaine philosophie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'épidémiologie avant, c'était surtout destiné aux maladies infectieuses par rapport à une population, donc un groupe, d'accord, et qui va déterminer l'histoire de la maladie, comment elle se propage, et dans le cadre de certaines philosophies, c'est-à-dire par rapport à une méthodologie. Après, la définition, c'est de 1951, donc elle a introduit, on va dire, les facteurs de risque. Il n'y a pas que les maladies infectieuses. Donc, branche de la médecine qui étudie les relations, donc ça c'est plus large, entre les différents facteurs qui déterminent l'ampleur et la propagation dans la collectivité humaine d'une maladie infectieuse ou d'un intérêt physiologique défini. C'est-à-dire que on s'intéresse aux maladies transmissibles, avant ce n'était pas transmissible, c'était infectieux, et un état physiologique défini, c'est-à-dire une autre maladie. On va dire qu'après, c'était les maladies non transmissibles. Donc, ça a introduit d'autres états, en plus des maladies infectieuses, et les facteurs, ils ont introduit les facteurs, c'est-à-dire, donc, on recherche les déterminants, on recherche les facteurs de risque, qu'est-ce qui détermine l'apparition d'une maladie. Et avant, c'est-à-dire pour les maladies infectieuses, la cause était plus ou moins évidente, c'était un germe, une bactérie. Et après, par rapport aux maladies transmissibles, non transmissibles, les facteurs, c'était plus un seul facteur. Donc, c'était des déterminants, on va dire, multifactoriels. Plusieurs déterminants qui pouvaient entraîner des maladies. Enfin, une maladie. Voilà. Alors, attendez. En 1968, l'OMS aussi a donné sa définition de l'épidémiologie. Donc, c'est l'étude
de la distribution. Vous tenez bien, c'est la distribution des maladies. D'accord? La distribution des maladies, c'est une description. D'accord? Par rapport à certains cas d'essai, la description des maladies et des invalidités dans la population humaine. Ça, c'est le premier point. Donc, distribution, c'est-à-dire quelle est la fréquence de cette maladie par rapport au sexe, par rapport à l'âge, par rapport aux régions, etc. Donc, c'est une distribution dans la population humaine. Ainsi que des influences qui déterminent cette distribution. Et étudier quels sont les déterminants, qu'est-ce qui va influer que cette distribution, par exemple, soit plus importante chez les hommes que chez les femmes, chez les sujets jeunes que chez les sujets âgés, chez les enfants que chez les sujets âgés, etc., etc. Donc, étudier ces influences ou bien ces déterminants. Donc, distribution, c'est l'étude descriptive, les études d'influence, c'est les études étiologiques, on va les voir. Après génie siècle, dans les années 80, alors les années 80 coïncidaient avec l'apparition, on va dire, le cancer était à l'apogée, et donc il y avait beaucoup d'essais cliniques de la chimiothérapie, etc., pour trouver des remèdes. Donc, il fallait évaluer tout ça. C'est comme actuellement par rapport au coronavirus, les vaccins, donc on est obligé de les évaluer. Donc, c'est le même principe. Et donc, l'épidémiologie aussi, elle a évolué. Donc, sans oublier, bien sûr, les autres approches. Alors, premièrement, toujours, un raisonnement, une méthode propre au travail objectif en médecine et d'autres sciences de la santé. Donc, c'est une méthodologie, d'accord, une approche. Premièrement, appliquée à la description des phénomènes de santé, description ou bien distribution, c'est le même principe, donc on décrit les phénomènes de santé. À l'explication de leur étiologie, donc ici c'est le même principe, influence qui détermine cette distribution, donc on explique pourquoi il y a eu cette distribution, mais Jenisek et Clérou, ces deux épidémiologistes canadiens, ont rajouté une autre approche, c'est la recherche des méthodes d'intervention les plus efficaces. Autrement dit, quand on fait une description des phénomènes de santé, on fait une hypothèse. Cette hypothèse, elle est, on va dire, elle est recherchée, d'accord? Elle est recherchée, confirmée par d'autres études étiologiques, des études étiologiques qui vont déterminer les facteurs de risque. Et quand on trouve les facteurs de risque, ben on va faire des actions. Donc les actions, c'est-à-dire c'est des actions de traitement, vaccination, une promotion de la santé, vulgarisation de la santé, etc., tout ce que vous voulez. Et donc on va faire une action. Et l'épidémiologie va évaluer ces actions-là et retrouver quelle est la meilleure action. Quelles sont les interventions les plus efficaces. Enfin, en 2001, donc l'épidémiologie n'a vraiment pas évolué, la définition n'a pas vraiment évolué de celle de Jenisek. C'est l'étude de la distribution, donc on est revenu à la distribution de l'OMS, donc il a repris la distribution et les déterminants des états ou des événements liés à la santé dans les populations spécifiques. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la définition de l'OMS et il a rajouté l'utilisation de cette connaissance pour le contrôle de la santé. Donc, ils ont rajouté l'évaluation des actions de santé. Donc, voilà les définitions de l'épidémiologie. Alors, maintenant, normalement, c'est-à-dire, bon, avant de continuer plutôt, normalement, il y a deux cours. On a l'introduction à l'épidémiologie et l'approche, c'est-à-dire les méthodes en épidémiologie. Sauf que ce n'est pas un manque de temps, donc on est obligé de condenser ça. Mais on va essayer de faire deux en un. Alors, l'approche en épidémiologie, c'est-à-dire on va étudier quels sont les types d'études en épidémiologie. Alors, tout d'abord, savoir quel est le but de l'épidémiologie. Donc, à partir de la définition, puisqu'on décrit, on recherche les étiologies, on évalue les actions. Donc, le but des études épidémiologiques est la prévention des problèmes de santé. D'accord?
c'est quand on connaît les facteurs de risque, ben, on va lutter contre les facteurs de risque, et donc c'est un travail de prévention. Donc la finalité est donc d'améliorer la santé des populations grâce à une meilleure compréhension et connaissance des maladies. La santé étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. D'accord? Il ne constitue pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Cela dit, donc l'épidémiologie va s'intéresser à la maladie, mais pas chez l'individu. Elle va s'intéresser à la maladie dans une population. Donc, elle va étudier la population. Donc, le médecin, c'est un médecin d'un individu, c'est-à-dire il va s'intéresser à la santé d'un individu, et l'épidémiologiste, il va mesurer l'état de santé de la population. Donc, il va s'intéresser globalement à la population, mais pas individuellement. Donc, l'épidémiologiste s'intéresse à un groupe d'individus et non à l'individu. L'ensemble des individus visés par une étude constitue une population. Donc, cet ensemble, on va parler de population. Et quand on parle de population, la population, ça dépend. C'est une population de jeunes, la population d'enfants, une population de femmes, une population de sujets âgés, tout ce que vous voulez, une population de malades. Donc, ça dépend comment elle est caractérisée, cette population. L'essentiel, c'est un ensemble d'individus. Et donc, c'est la question, l'épidémiologiste va s'intéresser à what happens to many. L'approche population contraste avec la médecine clinique qui s'intéresse à la santé de l'individu, what happens to one. Donc, il y a un tableau qui va déterminer un petit peu on va dire les différences. Donc, le sujet d'intérêt, donc, pour le clinicien, c'est le malade. Pour l'épidémiologiste, c'est la maladie. Le diagnostic chez le clinicien, c'est la détermination du sujet d'intérêt clinique. Et là, c'est l'indication d'un phénomène de groupe important. Donc, c'est un phénomène qui doit être important pour qu'on puisse l'étudier. Alors, la recherche étiologique, qu'est-ce qu'il va rechercher? Les causes d'apparition de la maladie chez le sujet, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a un problème de tension? Etc. Et là, les causes d'apparition de la maladie et sa propagation dans la population. On va étudier cette cause, mais dans la population, pas chez le sujet. Alors, l'intervention, c'est la guérison. Et ici, qu'est-ce qu'on fait l'intervention? C'est quoi? La guérison, c'est surtout le traitement. Ici, c'est le contrôle et éradication d'un processus de masse. On va contrôler par un vaccin ou on va éradiquer par un vaccin, on va contrôler par des mesures de santé, d'hygiène, tout ce que vous voulez, voilà, de comportement. Donc, l'approche est différente. Et comment on va évaluer? C'est le diagnostic d'amélioration de la santé. Et on va la surveiller, cette personne-là. Là, la vérification, c'est toujours la surveillance épidémiologique. Et analyse l'impact d'intervention, c'est l'étude d'évaluation, on va voir. Donc, l'essentiel que, le plus important, l'approche épidémiologique, elle va s'intéresser à la maladie dans une population, contrairement aux cliniciens. Alors, on revient à la question, c'est quoi une population? Une définition commune de la population est tous les habitants d'un pays ou d'une région considérés comme un ensemble. Ça, c'est une définition démographique. Mais en épidémiologie, une population peut être aussi un groupe d'individus qui partagent des caractéristiques communes. C'est-à-dire qu'ils ont même caractéristiques. Ça peut être des populations cliniques, c'est-à-dire populations malades, populations atteintes d'une maladie, populations guéries, populations, ce que vous voulez, cliniques, avec des sous-groupes, on va dire ça c'est des sous-groupes démographiques, mais démographiques qui sont en relation avec les maladies. L'âge, il est toujours en relation avec la maladie. D'accord? Les maladies dépendent de l'âge. Certaines maladies dépendent de la race. Certaines maladies dépendent du sexe. D'accord? On a plus de maladies qu'on retrouve chez la femme et d'autres chez les hommes, etc. Donc, c'est des sous-groupes, mais qui sont toujours liés à un problème de santé. Alors, l'épidémiologie comme science de la population, les maladies s'expriment. Alors, pourquoi c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la population et non pas à l'individu?
Ben, tout simplement, la maladie diffère d'un individu à l'autre. Et donc, on ne peut pas généraliser les résultats d'un sujet à une population. Donc, on est obligé de faire une étude sur une population pour qu'on puisse généraliser. Alors, voilà l'exemple qu'on va donner. Les maladies s'expriment biologiquement chez des individus. Malgré cela, aucune étude épidémiologique ne peut se faire sur une seule personne. Là, par exemple, deux patients atteints d'une même maladie ne répondent pas de la même manière au même traitement. D'accord? La même maladie, mais il y a des personnes qui guérissent mieux, vite, etc. L'exposition aux mêmes facteurs de risque, tabac, alcool, a des conséquences variables d'un sujet à l'autre. Il y a des personnes, par exemple, tabagiques, qui vont développer un cancer du poumon, d'autres un problème cardiovasculaire, d'autres rien, etc., etc. Donc, il y a une différence biologique. Et donc, les conclusions sont directement applicables au groupe étudié. Donc, quand on fait une étude, on fait une étude sur une population. Et les résultats ne sont applicables qu'à cette population. Si je prends une centaine de personnes, eh bien, les résultats sont applicables qu'à cette centaine de personnes, pas plus. Mais on peut indirectement les appliquer aux individus en utilisant des tests statistiques, le P, etc. Ça, ce qu'on appelle euh, on va utiliser des statistiques pour voir si des résultats peuvent être appliqués à la population. Donc, l'épidémiologie est l'étude de maladies, de son traitement et de sa prévention dans une population d'individus. C'est clair, dans une population. La population complète peut être examinée. Donc, on peut faire une étude sur la population. Par exemple, je voudrais étudier la tuberculose dans la population algérienne. Donc, je vais prendre les 50 millions, je ne sais pas combien on est maintenant, 50 millions, on peut le faire, mais c'est beaucoup. Et donc, plus fréquemment, on fait des échantillons de la population, d'accord? Alors, les résultats vont s'appliquer à ces échantillons, mais pour être représentatif, on doit faire des tests statistiques. Donc, les échantillons étudiés doivent être représentatifs de la population pour que les résultats soient généralisés à la population. Alors, premièrement, avant de faire les tests statistiques, il faut que ces échantillons soient représentatifs. Alors, si ma population, elle est faite de sujets âgés, alors mon échantillon aussi doit avoir les mêmes proportions des sujets âgés. Si elle est faite de 75% de jeunes, mon échantillon doit avoir au moins 75%, enfin pas au moins, identique, 75% de jeunes. Donc, il doit être représentatif de ma population, en plus de faire des tests. Alors, la démarche, justement, en épidémiologie, ce qu'on appelle le cycle de l'épidémiologie, en fait, un cycle, parce qu'on va d'abord décrire l'état de santé des populations, c'est les études descriptives, d'accord? Et quand on décrit, on va formuler une hypothèse, et cette hypothèse va justement être vérifiée par des études qu'on appelle les études analytiques ou études étiologiques. Il va analyser les déterminants des problèmes de santé, analyser les facteurs de risque. D'accord? Est-ce que ces facteurs de risque, est-ce que le tabagisme vraiment entraîne le cancer du poumon? Est-ce que le manque d'activité sportive entraîne des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc, il va analyser ces déterminants. Donc, quand on détermine ces facteurs de risque, ben, on va tout simplement proposer des interventions les plus efficaces, d'accord? Et ça, c'est pas d'une étude, donc on propose. Mais l'étude qui va suivre, c'est surtout ça. C'est l'évaluation de l'impact des interventions. Et donc, on reboucle. Quand on évalue ces interventions, on les évalue par une description. C'est-à-dire, ici, on avait une maladie qui était prévalente. On a déterminé les facteurs de risque, on a fait une intervention et on évalue, on refait une description pour voir est-ce que, enfin, on refait une prévalence, est-ce que la prévalence, elle a diminué ou pas. Donc, on est dans un cercle, dans un cycle. Et vous voyez ici la définition de l'épidémiologie, la description de l'état de santé, l'étude de la distribution de l'état de santé dans une population, et la recherche des déterminants des problèmes de santé, et évaluer les interventions. Donc là, c'est la définition un petit peu de l'épidémiologie. D'accord? Alors,
Premier point, donc on va décrire l'état de santé, c'est la première enquête. L'épidémiologie descriptive, c'est la science qui permet de quantifier l'apparition et la répartition de la maladie dans les populations humaines. Elle vise au sein d'une population à estimer la fréquence des phénomènes de santé le plus souvent la maladie. Donc, l'étude descriptive, elle va quantifier, donner un chiffre sur la répartition de la maladie dans les populations humaines. Donc, elle va donner des fréquences, elle va distribuer la fréquence, c'est-à-dire la prévalence, l'incidence, etc. Donc, est-ce qu'il est important ou pas? La distribution par rapport à certaines catégories démographiques ou tout ce que vous voulez. Et donc, les distributions, c'est qu'on doit répondre aux objectifs enfin, les questions qui, quand, où, c'est-à-dire qui, les personnes. Est-ce que c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des sujets jeunes, c'est des sujets âgés, c'est des sujets qui travaillent, etc. On va les caractériser. Quand est-ce que c'est cyclique? Est-ce que ça suit la saisonnalité? C'est-à-dire, est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que il est plus fréquent en hiver qu'en été? Est-ce que c'est plus l'été qu'en hiver? Donc, vous savez très bien qu'il y a certaines maladies qui sont plus fréquentes, comme la grippe, en hiver, et d'autres comme la typhoïde en été, etc. Ou il y a certaines maladies où on les retrouve plus dans une région que dans une autre, par exemple. Donc, on fait cette distribution. Et c'est sur cette base que sont formulées les hypothèses. D'accord? Donc, quand on décrit donc la fréquence, c'est-à-dire l'importance du problème, est-ce qu'elle est fréquente ou pas, et comment elle est distribuée. Par exemple, le cancer du sein, est-ce qu'il est important? Donc, on recherche la fréquence du cancer du sein dans notre population, et comment elle est distribuée. Chez qui? À partir de quel âge? Est-ce que c'est les femmes ou les hommes aussi? Est-ce que à un certain âge, elles sont plus fréquentes? À partir de quelle région, etc. Donc, où, etc. Donc, et on formule des hypothèses. Quand on formule les hypothèses, ben, tout simplement, on va la vérifier, qui permet ici de quantifier les relations. Donc, les études analytiques vont étudier la relation entre la maladie et les caractéristiques des individus et leur environnement. Donc, toujours une quantification. L'épidémiologie, c'est une quantification, c'est-à-dire on va donner un chiffre, un nombre, une quantité. C'est-à-dire la relation, elle est de combien entre la maladie et par exemple, entre le tabagisme, par exemple, et le cancer du poumon. Elle est à combien? Donc, on doit l'estimer. Par exemple, le tabagisme, on va dire que le risque d'avoir un cancer du poumon, il est 10 fois plus important chez les sujets qui fument. Donc, on a quantifié 10 fois plus important chez les sujets qui fument par rapport aux sujets qui ne fument pas. D'accord? Donc, l'épidémiologie va quantifier et donner un chiffre, ce qu'on appelle le risque relatif, donc 10 fois plus, etc. Donc, c'est l'étude de la relation de cause à effet. D'accord? L'étude de la relation de cause à effet, donc la cause, c'est les facteurs de risque, et l'effet, c'est la maladie. Et vise à confirmer ou infirmer des hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans les études analytiques? Dans les études analytiques, cette relation de cause, en fait, l'épidémiologie, elle ne peut donner qu'une probabilité. C'est des statistiques, on peut donner que des probabilités. Donc, on a des probabilités d'avoir, c'est-à-dire que ce facteur de risque, il est la cause. Mais la cause, elle va être étudiée par les critères de jugement. D'accord? Il n'y a pas que les probabilités pour dire que, voilà, ce facteur de risque est la cause. D'ailleurs, les maladies maintenant, elles sont multifactorielles. C'est plusieurs causes à la fois, et pas un seul. Alors, quand on a confirmé ces hypothèses-là, c'est-à-dire qu'on a déterminé les facteurs de risque, donc on entame l'épidémiologie évaluative. D'accord? C'est la science qui permet de quantifier l'impact de certains facteurs ou interventions sur la santé des individus. D'accord? L'impact de certains facteurs ou interventions sur la santé des individus. Donc, on va toujours quantifier, donner des résultats de cette intervention.
Elle a pour objectif d'évaluer les interventions, qu'elles soient de type curatif, c'est un traitement, ou préventif. Par exemple, ici, un traitement médical ou bien préventif, un vaccin, une conduite à tenir, schéma thérapeutique, tout ce que vous voulez. Elle permet aussi d'apprécier l'impact des interventions. Par exemple, les programmes nationaux du but vérifient si les objectifs quantitatifs et qualitatifs sont atteints. Donc, on évalue les interventions directement, quand il s'agit d'un traitement, d'accord, d'un traitement direct, une conduite à tenir, un schéma, un diagnostic, ou bien l'impact des interventions quand c'est dans une population. D'accord? Quand on fait un programme de lutte contre la tuberculose, un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, etc., on va vérifier il y a beaucoup d'interventions qui vont être faites. C'est un programme qui a une stratégie. Et donc, on va vérifier si ces objectifs-là ont été atteints. Enfin, les 5 fonctions de l'épidémiologie, c'est la surveillance épidémiologique, la mesure de l'importance des problèmes de santé. Donc, la fonction, c'est d'abord la surveillance épidémiologique. C'est retrouver, c'est-à-dire détecter, est-ce qu'il y a eu une augmentation d'une fréquence d'une maladie, etc. Mesurer l'importance des problèmes de santé, d'accord? Donc, faire une distribution en fonction des personnes, en fonction du temps, en fonction du lieu. La recherche étiologique, d'accord? Et l'identification des groupes à risque, l'évaluation de la santé, c'est-à-dire ça, c'est l'évaluation un petit peu des actions de santé. L'identification des groupes à risque aussi est une fonction de l'épidémiologie. En fait, quand on identifie les groupes à haut risque, ça permet de faire une meilleure surveillance de ces personnes-là ou bien un dépistage de ces personnes-là. Voilà, j'ai terminé par l'approche, etc. Donc normalement, c'est-à-dire, bon, vous allez faire au moins les deux types d'études, des études descriptives demain. Je pense que demain, vous allez faire les études descriptives et après-demain, vous allez faire les études analytiques et la notion de causalité. Donc, je pense qu'on a terminé. Maintenant, place aux questions. Voilà, merci à vous aussi d'être attentifs. Alors, si vous avez des questions ou bien des remarques par rapport au cours ou ce que vous voulez, j'essaierai de répondre. Alors, de ORL, alors je vais essayer. Bon, là, je ne regardais pas le chat, mais maintenant je vais, voilà. Alors, c'est quel cours, d'accord. Pourquoi nous avons été, ok, bon, je ne sais pas. J'espère que que vous avez suivi. Alors, pouvez-vous nous poser le cours? Oui, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on peut le poser ici. Sinon, vous me donnez la procédure. Alors, merci, merci, merci. Merci à vous. Bon, pardon, ici. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce que c'était clair? Plus ou moins. Parce que c'est pas évident. Quoi qu'on commence à s'habituer à ces cours. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, concernant la définition de l'épidémiologie, est-ce qu'on doit retenir juste la dernière, celle de 2001, ou bien toutes les définitions précédentes? On va dire, vous allez retenir la plus complète. Et la plus complète, c'est pratiquement les deux. Les deux dernières, parce que c'est les mêmes, sauf qu'elles sont formulées de manière différente. Les deux sont juste, les deux sont, c'est-à-dire, on va dire, complètes. Je suis bien d'accord, c'est la déléguée, ben vous m'envoyez votre email, vous écrivez votre email et je vous l'envoie. Sinon, là, je vais mettre mon email ici et vous me donnez le vôtre. Vous m'envoyez un mail. Là, vous m'envoyez un mail pour que je vous envoie le cours. Bon, non, j'ai mis ça en privé. Alors, non, tout le monde. Attendez. Alors,
Voilà. Très bien. Donc, je vais le noter. Alors, s'il vous plaît, quels sont les critères pour que les chantiers soient représentatifs de la population? Bonne question. Alors, les critères, ben, il faut qu'ils soient identiques. Il faut qu'ils soient représentatifs, c'est-à-dire il doit avoir, c'est une mini-population. D'accord? J'ai donné l'exemple, c'est-à-dire si c'est une population qui est jeune, il faut qu'elle soit jeune. Si c'est une population qui est faite de sujets masculins, donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait les mêmes proportions que la population originale, tout simplement. Donc c'est ça, représentatif. Quand on parle de représenter, aussi, il faut que l'échantillon doit avoir un nombre assez important pour qu'on puisse avoir pour qu'il soit représentatif aussi. Donc voilà. Alors si je voudrais étudier une maladie ou là, un problème de santé chez les jeunes, si je vais prendre les étudiants en médecine, est-ce que c'est représentatif? Je ne pense pas, parce que c'est pas représentatif de toute la population jeune. D'accord? Donc les étudiants en médecine, ils ont on va dire leur environnement, leur niveau social, enfin leur niveau d'instruction, etc. Si ce que j'étudie est un problème, je sais pas, d'une prévention, etc. Donc là, c'est pas représentatif parce que les étudiants en médecine sont plus dans le domaine, donc peut-être qu'ils font plus attention, etc. Donc voilà, donc il faut prendre la population, un échantillon de la population générale. Alors, première section, deuxième section, je pense que ça va être la même chose. Hein. Alors, s'il vous plaît, docteur, est-ce que les cours de cette année sont les mêmes que l'année passée pour qu'on imprime les cours l'année passée, puisque, voilà, un fatal. Oui, c'est bon, personnellement, vous pouvez poser les mêmes questions aux autres enseignants parce que je ne pourrais pas répondre à leur place. Mais pour les miens, oui, c'est les mêmes cours. On n'a pas voulu changer. D'ailleurs, même si vous pouvez télécharger les cours de la dernière section, je pense que c'est les mêmes. Il y a plus de cours qu'on va mettre ici, si vous voulez revoir les cours. Donc, il désigne le nombre des personnes de cet échantillon, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un seuil, par exemple, pour que ce soit correct? Oui. Alors là, on rentre dans les détails de l'échantillon. En fait, le choix de l'échantillon, il y a deux paramètres. La représentativité, je viens de dire, il faut que ce soit représentatif, il doit avoir, c'est une photocopie miniature de la population, c'est-à-dire que vous avez la population, c'est une photo, ça serait là, miniature. Ça, c'est la représentativité. Et deuxième point, ce qu'on appelle le seuil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nombre de sujets nécessaires. Le nombre de sujets nécessaires pour faire une étude, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des sujets, c'est un nombre qui est nécessaire pour faire des tests statistiques. D'accord? Pour faire des tests statistiques, il faut un certain nombre de sujets. Et ça, c'est des calculs. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. D'accord? Mais bon, le plus important, il faut qu'il soit représentatif. Voilà. Alors, c'est Elmerim, est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà. Donc, j'ai fermé là parce que je vais essayer d'envoyer le cours. Voilà, insertion. Alors, qui disait le nombre de personnes de sélection, est-ce qu'il y a ça? Ça, j'ai répondu à cette question. S'il n'y a pas d'autres questions,
Donc, on va clore cette réunion. Donc,